Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Heu, le sujet du jour, effectivement, à la supplication, humble, de Jean-Philippe, et Vlad, utiliser un leak, réutiliser un leak, c'est pénal ou c'est légal? Heu, alors je pense que vous avez déjà en partie la réponse, sur cette slide, mais je vais détailler tout ça. Voilà, c'est une présentation originale, que j'ai le plaisir de faire, spécialement, pour cette journée de l'OSIR, malgré un logo, pixelisé. Voilà. Je vais vous montrer, je suis avocat au barreau de Paris, je suis RSSI documentaire, hein, c'est pour vous éviter de rigoler tout de suite. Je vous expliquerai, dans un instant ce que j'entends par là. Il y a un truc qui me frappe beaucoup depuis que je travaille, dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, c'est cette phrase de Rabelais. Alors expliquée comme ça: «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme». Et visiblement, ça évoque pas grand-chose chez beaucoup d'entre vous. Alors sur la partie droite de la slide, je vous l'ai traduit. C'est que c'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est légal, hein. Et ça, c'est une des grosses difficultés aujourd'hui du monde du web et plus généralement de l'internet. Et c'est ce qu'on va regarder attentivement. Voilà, pour être vraiment sûr que vous compreniez bien ce que je vais dire, parce que j'entends déjà Vlad en train de me dire: «Ouais, mais bon, tout le monde le fait». Voilà, nul n'est censé ignorer la loi. C'est un proverbe juridique séculaire, hein, et qui a été encore récemment confirmé par la Cour de casse. Oui, 1986, c'est récent, hein, pour la Cour de cassation, chambre criminelle. L'ignorance de la loi ne saurait être une cause de justification. Ça, c'est entre guillemets. Et moi, j'ai rajouté en dessous, surtout pas pour les professionnels. Voilà, donc ça n'est pas parce que vous ne savez pas que vous êtes innocent, pour le dire en clair. Voilà, donc je suis Marc-Antoine Ledieu, je suis RSSI documentaire, c'est-à-dire que j'ai une mission chez un client pour faire du suivi, législatif, jurisprudentiel en matière de sécurité des systèmes d'information, et j'interagis avec un RSSI groupe qui, lui, a les connaissances techniques que je n'ai pas, évidemment. Voilà, juste en une slide, j'espère, qui fait peur, mais vous connaissez beaucoup tout ça. Moi, je plaide plus, je fais que du contrat, et dès qu'il y a de la blockchain, de la crypto, des histoires de cyberattaques, des malwares, des vulnérabilités, du moment que ça s'écrit dans un contrat, dans des annexes, sécurité notamment, et ben, je négocie ça ou je les rédige pour mes clients. Pour vous rendre tout ça plus agréable, bah, vous en avez eu un petit aperçu, c'est entièrement illustré en bande dessinée et je fais également des pictos pour qu'on arrive à s'y retrouver. Donc vous allez avoir le picto leak, qui va beaucoup apparaître, et celui du code pénal, puisque c'est le thème du jour. La bonne nouvelle, c'est que la version, alors, là, c'est la version courte que je vais vous présenter en essayant de respecter mon timing. Vous avez une version longue qui est déjà en ligne, sur mon, site web Technique et droit du numérique. C'est consultable, librement à volonté. Vous avez même le droit de faire des petits extraits, discrètement, mais attention, j'ai les droits d'auteur de mon éditeur, qui sont les éditions Delcourt et Soleil. Donc voilà, il faut y aller discrètement. Ce qu'on va voir en un peu moins d'une heure, en fait, c'est 4 choses. D'abord, je vais essayer de vous expliquer en synthèse les règles de la responsabilité entre employeur et salarié en termes pénal, délictuel et contractuel, pour que vous voyez que le fond de la démonstration, c'est qu'un salarié d'une entreprise qui réutiliserait un leak en commettant donc un délit pénal ou un délit délictuel, eh ben, ça pose d'énormes problèmes dans les contrats que l'entreprise conclut avec ses partenaires contractuels. Je vais vous faire le régime un peu détaillé. Dans un deuxième temps, on va voir ce que c'est que juridiquement un leak et comment on peut poser une petite définition, parce qu'il y a bien sûr pas de définition légale. Pour répondre encore à une des questions de Vlad, nous allons voir ce que sont les manœuvres frauduleuses, au sens du code pénal, vous allez voir, hein, ça se comprend assez bien. Et puis bien sûr, on va voir les différentes incriminations pénales qui s'appliquent à la réutilisation d'un leak en France. Voilà, et on va attaquer tout de suite, avec, en plus, c'est une présentation avec une nouvelle BD, voilà, ce que j'expliquais à Jean-Philippe, Arctica, 11 tomes chez Delcourt. J'ai découpé ça il y a 2 semaines, et il y a des images, assez sympas. Donc les règles de responsabilité pénale, délictuelle et contractuelle côté salarié, et côté, personne morale employeur. Alors la responsabilité, alors je vous le fais en grande masse, hein, bien sûr, mais l'idée est la suivante. La responsabilité civile ou contractuelle, c'est: je cause un préjudice à quelqu'un, je répare ce préjudice, je lui verse une indemnité, des dommages et intérêts. De l'autre côté, la responsabilité pénale, c'est la sanction d'une interdiction légale. C'est une punition, d'accord? Donc ce sont des amendes et ou de la prison.
Et bien sûr, lorsque quelqu'un agit au pénal, lorsqu'il a subi, est victime d'une infraction pénale, il peut également demander la réparation du dommage qu'il subit au civil avec des dommages et intérêts. Donc vous pouvez avoir prison, amende, ça c'est le budget de l'État, et dommages et intérêts pour, la partie adverse. En droit pénal, il y a 3 types d'infractions, c'est le code pénal, hein, tout bête, je vous ai mis les références dans les petits cartouches, vous avez là toujours la petite flèche, blanche. Donc les contraventions, c'est, type, la route, ou les délits routiers, des choses comme ça. Les délits, c'est ce que je vais vous montrer principalement aujourd'hui, c'est tribunal correctionnel et c'est amende ou prison. Et les crimes, bon, bah, là, c'est la cour d'assises, je vous en parlerai pas aujourd'hui parce qu'il y a pas d'incrimination, heureusement quand même, qui fasse que la réutilisation d'un leak soit, pénale à ce point-là. Donc on va rester sur cette notion de délit, tribunal correctionnel, amende et ou prison, à l'appréciation du tribunal. Alors, qui peut faire l'objet de poursuites pénales, de manière générale? Alors, le principe, dans le code pénal est assez clair. L'employeur est responsable, donc la personne morale est responsable pénalement des infractions commises par ses salariés. C'est le principe général, il y a très peu d'exceptions. Je prépare une présentation un peu plus détaillée sur ce sujet. Retenez juste le principe, un salarié commet dans l'exercice de ses fonctions un délit pénal, c'est l'entreprise qui est pénalement responsable. Donc vous avez le principe en langage naturel et la même chose exprimée par le code pénal. Donc, les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Le principe de la responsabilité civile et contractuelle, c'est le suivant, c'est le code civil. Bon, ça a été réécrit en 2016, mais on est toujours sur du vocabulaire type 1804, hein, c'est le code civil de Napoléon. Sont responsables des dommages commis, alors les commettants, c'est dans le code civil, ce sont les employeurs, des dommages causés par leurs préposés, les salariés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Ce qui veut dire qu'un salarié, en clair, qui réutilise un leak dans le cadre de ses fonctions, parce qu'on lui a demandé ou qu'il le fait spontanément, eh bien, les dommages civils, en plus des dommages pénaux, sont également supportés par l'entreprise employeur. Hein, ça souffre pas de distinction dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Hein. Donc on est bien dans le cadre, par exemple, du RSSI qui viendrait à réutiliser un leak pour le bien de son entreprise. Le troisième truc à retenir, c'est la responsabilité contractuelle. Alors, c'est simple, mon entreprise, je signe un contrat avec un partenaire contractuel, je suis client, prestataire, blablabla. Eh bien, si je cause un dommage en cas de mauvaise exécution, d'inexécution partielle ou totale, par exemple un salarié qui fait péter un délai, qui fait un truc pas bien, eh bien c'est l'entreprise, bien sûr, qui est responsable contractuellement. Et la difficulté, c'est pour ça que je voulais vous sensibiliser 2 secondes là-dessus, c'est qu'il y a un impact très direct sur le délit pénal ou la faute civile qui serait commise par un salarié sur le contrat B2B conclu, donc par l'entreprise avec ses clients, prestataires, ou autres. Et le principe est le suivant, dans un contrat B2B, on peut tout à fait, hein, c'est parfaitement légal, c'est l'article 1231.3 du code civil, vous serez ravis de l'apprendre. 1231.3, on peut, de manière tout à fait valable entre personnes morales, dans le cadre d'un contrat B2B, limiter sa responsabilité à hauteur de 12 mois de redevance contractuelle, à hauteur de 2 ans de chiffre d'affaires encaissé au titre du contrat. On écrit à peu près ce qu'on veut, à peu près. Le problème, c'est que si un salarié commet une faute pénale, qui est donc une faute civile en même temps, eh bien, à ce moment-là, le dommage qui serait causé aux partenaires de l'entreprise, ça fait sauter la limitation de la responsabilité contractuelle. C'est-à-dire, et vous allez le voir par exemple en cas de contrefaçon, si moi je vais chercher le contenu d'un leak dans lequel il y a par exemple du code source propriétaire, eh bien je commets un délit pénal, donc une faute civile, eh bien à ce moment-là, si je cause un dommage à mon partenaire contractuel, moi prestataire par exemple à l'égard de mon client, eh bien je ne peux pas me réfugier derrière la limitation de responsabilité qui est prévue dans le contrat de droit, et on ne peut pas y déroger dans le contrat. Ma responsabilité est engagée de manière illimitée pour autant que la partie adverse prouve son dommage.
Donc, vous voyez, cette notion de réutilisation d'un objet difficile, enfin, un objet, d'un truc un peu compliqué comme un leak, ça peut avoir des répercussions en termes de business extrêmement importantes pour l'entreprise, puisque si vous limitez pas votre responsabilité, derrière, ça veut dire qu'éventuellement l'assurance ne vous couvrira pas, ou pas, en tout cas, autant que vous l'espéreriez. Donc, on ne parle pas ici d'un sujet abstrait, on parle de choses extrêmement concrètes. Et pour terminer ce petit rappel de responsabilité pénale, civile, contractuelle, eh ben, on va finir bien sûr par le contrat de travail. Puisque moi, salarié, si je commets une faute pénale, donc en allant taper dans un leak alors que ça constitue un délit pénal, eh bien je commets une faute dans le cadre de mon contrat de travail, ok. Et ça, c'est un motif de licenciement. Alors licenciement pour faute grave, lourde, j'en sais rien, ça c'est pas mon métier. Moi, je fais pas de droit social, je rédige pas les contrats de travail. Mais si le droit nous dit que c'est une faute pénale et donc c'est une faute civile et qu'on sait l'attribuer à un salarié, ce salarié peut craindre pour son contrat de travail et il risque manifestement, de manière théorique, hein, là on va raisonner dans l'abstrait, il risque manifestement de se faire licencier pour faute. Voilà. Donc l'entreprise est responsable pénalement vis-à-vis de la faute qu'elle commet au pénal, vis-à-vis de ses partenaires, et le salarié, lui, sera couvert au pénal et au civil par l'entreprise. Il encourt éventuellement une sanction au titre de son contrat de travail. Voilà. Maintenant, deuxième partie, on va regarder ce que c'est qu'un leak. Ben, voilà, bienvenue dans l'univers de Arctica. Un leak, pour moi, bah, c'est ça. Vous voyez, on baigne dedans, ça a fuité de manière massive et notre personnage navigue sur là une mer qui a l'air tranquille, mais c'est pas toujours le cas. Alors leak, vous voyez, j'ai été jusqu'à chercher dans les dictionnaires. Leak, vraiment, ça vient de l'anglais et l'anglais, en anglais, leak, c'est une fuite d'eau. On va passer toutes les problématiques d'argot pour les messieurs qui ont besoin d'aller aux toilettes parce qu'ils ont forcé sur la bière. Ce qui est intéressant, c'est que dans la conception anglaise, et en fait qui rejoint tout à fait la conception française, y compris juridique, il y a deux types de leaks. Il y a les internet leaks, ok, c'est quand on prend de la data et qu'on la fait fuiter entre guillemets librement sur le web ou de manière plus large sur une source internet. Et de l'autre côté, on a les news leaks. Alors là, ça va être tout ce qui va être divulgation auprès de la presse. C'est par exemple ce qu'avait fait Snowden, puisqu'il n'avait pas révélé lui-même, il avait transmis à la presse. Donc la partie presse, avec le secret des sources, je ne vous en parle pas aujourd'hui, on va rester sur l'hypothèse, quelqu'un a été volé, entre guillemets, de la data, et la met en libre accès sur un site web, un site en point oignon, ce que vous voulez, du moment que c'est librement accessible, c'est-à-dire sans paiement et sans identification particulière. Voilà, pour la petite anecdote, j'ai également été regardé dans les dictionnaires, dans le Larousse et dans le Petit Robert. Alors, une fuite bon, de documents, hein, d'informations. Alors, pour le Larousse, c'est une disparition. Alors, c'est des informations qui disparaissent, mais il y a eu des fuites, il y a eu des indiscrétions. Donc, on voit bien que c'est pas ça, hein, c'est pas une disparition d'informations. Dans l'univers du numérique, ça va bien sûr être une copie, sauf à cryptoloquer ou à effacer des backups, mais en général, c'est pas le cas. Et de l'autre côté, le petit Robert, c'est rigolo, il parle de divulgation clandestine. Bon, ça sent bon l'agent secret, mais bon, c'est pas très pertinent. Le problème, c'est que nous, juristes, quand on va regarder tout ça, on va chercher des définitions légales. Et vous voyez, là, l'astronaute de cette BD super sympa, bah, elle pleure parce que nous, c'est comme vulnérabilité, comme malware. Aujourd'hui, nous, les juristes, on n'a pas de définition légale. Donc, en fait, on en est réduit, pour, par exemple, pallier à ce genre de truc, à faire des définitions dans les contrats de service. Bah, les définitions, voilà celles que je vous propose. C'est quoi? C'est une collecte et un stockage, hein, parce qu'une collecte sans stockage, il faudra qu'on m'explique quand même, avec plus ou moins une réutilisation derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera sans autorisation d'informations en format numérique. Voilà, l'information, c'est la plus-value, la valeur ajoutée. C'est pas des données en elles-mêmes. Les données vont permettre de composer des informations. Et en fait, cette notion de collecte, stockage et réutilisation, on est sur la notion de traitement, comme traitement de données à caractère personnel. Il ne faut pas rêver, c'est bien ça que ça dit. Donc, dès qu'on va être en collecte d'une manière ou d'une autre, en stockage et ou en réutilisation, eh bien, potentiellement, on va utiliser des datas sans autorisation de leur titulaire d'origine. Je vous touche un mot tout à l'heure sur le droit des bases de données. J'en profite pour failloter à fond avec toute l'équipe de No Limit Sécu. Il y a un épisode qui était vraiment très intéressant sur l'histoire des grands leaks. C'était des épisodes qui ont été diffusés en juillet 2020. Allez écouter le No Limit Sécu là-dessus, c'était super intéressant.
Il y avait Shadow Brokers de mémoire et Vault 7, avec bien sûr Snowden pour commencer. Maintenant, on va rentrer un peu dans la technique, technico-juridique. Quel type de données trouve-t-on dans un leak? Alors là, voilà, là, c'est la BD qui est assez sympa pour ça. Vous voyez, c'est une BD d'action. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour savoir ce qu'on risque quand on récupère un leak, bah, il faut aller regarder ce qu'il y a dans le leak, puisqu'en fonction de la nature des datas qu'on va récupérer, on va avoir différents types de délits pénaux qui sont susceptibles de s'appliquer. Donc le simple fait de récupérer un leak bah, ne vous fait pas savoir ce que vous risquez, vous regardez dedans, et en fonction de cette nature-là, voilà ce que je vous montre maintenant, eh ben, on va pouvoir classifier les différents délits pénaux applicables. Alors là, je remercie à titre personnel Vlad, que j'ai appelé bien sûr pour pas inventer tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve majoritairement dans des leaks? Vous voyez, alors vous avez la partie texte et puis la partie picto. Bien sûr, dès qu'on va avoir affaire à du login plus mot de passe, de l'adresse mail ou de l'adresse IP permettant d'identifier un terminal au sens PC, tablette, machin, enfin l'équipement terminal du user final, entre guillemets, bon là, il n'y a pas photo, c'est de la donnée personnelle au sens RGPD. Pareil, dès qu'on a de la donnée plus ou moins sensible, de la donnée de santé, des données bancaires, il y a d'un côté des données personnelles, de l'autre côté des secrets qui sont éventuellement protégés par la loi, on y viendra tout à l'heure. Dès que vous récupérez des messages, des emails par exemple, ou de la vidéo, machin, alors là on est en secret des correspondances, donc on est pareil dans la notion de secret, protégé par la loi, je vais vous montrer. Et puis après, il y a toutes sortes de documents ou de savoir-faire confidentiels. Alors, vous pouvez toucher à de la propriété industrielle ou à de la propriété intellectuelle. C'est pas bon, c'est pas recommandé. On va voir dans quelle mesure. Et bien sûr, vous récupérez du code source non open source. Là, vous êtes très probablement en manquement droit d'auteur qui est sanctionné pénalement aussi. Voilà. Et pour rassurer donc Vlad, je lui propose une méthode pour stocker ses leaks, une méthode un peu artisanale dans une jolie boîte en bois. Alors maintenant, dernier volet avant de rentrer dans le vif du sujet, réutiliser un leak. Parce qu'il y a deux choses. Il y a commettre, entre guillemets, un leak, c'est-à-dire aller, entre guillemets, voler de la data. Ça, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Ça aurait dû être une première partie, mais je n'ai pas eu le temps de la faire. Là, on va parler de réutiliser. Alors, réutiliser, c'est quoi? C'est je vais sur une source ouverte. J'entends par là une source où on ne me demande pas de m'abonner, on ne me demande pas de paiement. Mais si je dois payer pour récupérer un leak, alors là, c'est direct de la complicité ou du recel. Là, faut pas rêver. Parce que à partir du moment où vous savez, et vous, les professionnels, vous savez très bien que quand vous allez chercher des datas sur un site pas très très public, et vous savez que ces datas ont été volées parce que c'est soit manifeste, soit vous, homme de l'art, vous le savez, bah là, vous mettez le doigt dans un engrenage pénal qui s'appelle complicité ou recel. Voilà, là, faut pas rêver. Juge d'instruction ou procureur se feront un plaisir de vous accrocher au mur et d'empiler les incriminations pénales. Donc, vous faites pas comme le tigre là ou la tigresse qui s'énerve. Déjà, on ne paye pas pour récupérer un leak et surtout pas plus, on ne revend pas d'une manière ou d'une autre le produit du leak. Sinon, pareil, complicité ou recel. Et là, c'est pénal et ça plaisante pas du tout. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme hypothèse? C'est est-ce que vous pouvez bosser justement avec un leak que vous récupérez, oui ou non? Eh ben, on va voir la légalité de tout ça. L'idée étant, je copie, donc je traite des datas qui sont en libre accès technique, j'insiste, pour votre activité professionnelle de recherche ou de prestation de sécurité des systèmes d'information, ce que vous êtes nombreux à faire. Eh ben, voyez ce que vous disent les petits personnages de la Nef des Fous. Oui, les incriminations pénales, il y en a un paquet. Il y en a. J'étais même surpris moi-même en faisant les recherches. Et pour vous rendre le truc très parlant, avec ma collaboratrice, on a essayé de vous faire une sorte de classification en legal CVSS. Ok, bon, alors je dis ça aux trois quarts de mes confrères, ils vont me demander ce que c'est que CVSS. Vous, je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire ce que c'est. Voilà, j'ai fait une petite grille et vous verrez, il y a un pourcentage à chaque fois en vous disant, bah, ça c'est risqué, ça c'est pas risqué. Dans le cas où moi, je serais proc ou je serais juge d'instruction, quelles seraient les qualifications que j'appliquerais à celui que je top en train de réutiliser un leak qui manifestement sent pas bon, au sens pénal bien sûr. Voilà. Et voilà la petite liste qui fait peur.
avec les 3 premières incriminations qu'on va voir rapides, qui sont pas graves, et puis les 5 qui sont sévères, où là, vous prenez un risque euh, que moi, avocat, j'hésite pas à cataloguer comme majeur. Donc on va les parcourir. Alors, celles qui sont pas graves, le 10% de chance d'être poursuivi, donc c'est-à-dire pas grand-chose, c'est le recel de vol. Le recel de vol, voilà, je vous ai mis la définition, je vous ai mis le texte des incriminations, hein, pour que vous voyez bien. Dissimuler, détenir ou transmettre une chose. Alors c'est là où ça va bugger au niveau du parquet, c'est-à-dire du proc ou du juge d'instruction. Est-ce qu'un leak est une chose? En général, quand on utilise chose en droit, c'est une chose matérielle. Or là, on est dans de l'immatériel. Ça va pas être simple pour un juge d'instruction d'aller poursuivre là-dessus. Parce que ça va faire des contestations dans tous les sens, et qu'on va tomber sur un juriste comme moi, on va emmerder tout le monde. Mais il y a une idée qui est intéressante dans la notion de recel, c'est en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Donc à partir du moment où vous commencez, vous savez en allant chercher un leak que c'est d'origine, j'allais dire foireuse ou douteuse, malhonnête, on va dire. Vous êtes un peu border, mais ça, il y a d'autres incriminations plus faciles que celle-là. Donc pour moi, votre risque là, il est 10%. Donc j'insiste pas. Alors là, il y a une incrimination qui fait rêver, je sais depuis des années, Jean-Philippe Gaulier, c'est détenir des données en vue de commettre une infraction stade. Là, on est sur une incrimination du code pénal qui nous vient de la LCEN et qui a été modifiée ensuite par la LPM de 2013. Alors, bonjour l'archéologie juridique. C'est le fait de détenir sans motif légitime, notamment de recherche et de sécurité informatique, des données, blablabla, qui permettent de commettre des infractions 323.1 à 323.3. On va y venir tout à l'heure, hein, restez pas là-dessus. À partir du moment où vous êtes RSSI, où vous faites de la sécurité des systèmes d'information dans le cadre de votre métier, de votre activité professionnelle, à mon sens, si vous détenez un leak, là, vous agissez dans un motif légitime de recherche ou de sécurité informatique. Je cite le texte, hein. Donc là, à mon avis, vous avez peu de chances d'être incriminé sur 323.3.1. Donc j'insiste pas là-dessus, même si vous avez des petits policiers qui arrivent nombreux, à mon avis, vous risquez pratiquement rien, votre risque, il est ailleurs. Bon, voilà, je vous ai mis une petite illustration de la jurisprudence de 2009. C'était quoi? C'était un type qui diffusait des informations permettant d'exploiter des failles de sécurité, et il disait: «Ah non, volonté d'information du public». Alors là, il s'est fait ratisser, il s'est fait même dégommer par la cour de cassation qui lui a dit, la personne en question savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage. Ok, c'était manifeste. Là, il était allé trop loin. Par contre, c'est la dernière phrase qui est super marrante, c'est que là, il y a un jugement moral qui a été porté par la Cour de cassation. C'est le fameux public particulier, donc qui cherche les failles, machin, qui sont en recherche de ce type de déviance. Voilà. Donc, sachez que pour la Cour de cassation en 2009, quand vous cherchez des failles de sécurité, vous êtes un déviant. Et il n'y a pas si longtemps que ça, vous risquez d'être interné et traité de force. Bon, c'est plus le cas en France, Dieu merci. Bon, j'insiste pas sur 323.3-1 du code pénal, à mon avis, votre risque est pas là. Le troisième délit qu'il faut quand même connaître, parce qu'il est tout neuf et sur lequel vous risquez pas grand-chose, c'est le fameux délit de doxing. Donc là, on est sur la loi du 24 août 2021. Voilà, je vous ai remis le texte. Le délit de doxing, vous voyez, c'est exactement le père de famille qui a été prendre des informations sur Samuel Paty et qui les a diffusées via Twitter. Il a pris des informations qui permettaient d'identifier géographiquement et physiquement Samuel Paty. Il les a révélées publiquement, c'est-à-dire qu'il exposait Samuel Paty à un risque d'atteinte directe à la personne ou à ses biens, et il ne pouvait pas l'ignorer. Ça, aujourd'hui, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Alors pour moi, c'est pas ce que peut commettre un RSSI quand il va aller chercher un leak ou un prestataire de sécurité numérique. Quand vous allez chercher un leak, parce que moi je fais pas ça bien sûr, quand vous allez chercher un leak, c'est pas pour le révéler pour nuire à quelqu'un. Ou alors si vous faites ça, vous êtes candidat au suicide juridique, hein, j'entends. Donc pour moi, le délit de doxing, c'est pas ce que commet un professionnel qui va chercher des leaks pour les réutiliser afin d'assurer de la sécurité des systèmes d'information, le sien ou celui de ses clients. Donc pour moi, là, le délit de doxing, vous risquez pas grand-chose. Donc j'avais classé ça en legal CVSS probabilité à 10%. Alors maintenant, j'ai été également chercher dans quel cas vous pourriez dénoncer
le leak que vous avez récupéré pour pouvoir être blanchi par la justice. Et là, donc, vous avez dans Excalibur Chronique cette espèce de princesse qui vous propose une rédemption par l'article 40, pardon, du Code de procédure pénale. Eh bien, en fait, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous savez qu'un leak constitue un délit pénal, vous tombez sur ce leak, vous n'avez pas l'obligation de dénoncer ce leak ou la réalisation de ce leak, puisque en droit français, le délit de non-dénonciation ne concerne que les crimes. Donc la troisième catégorie, hein, on a vu, il y a les contraventions, les délits et les crimes, crimes cour d'assises. Donc le délit de non-dénonciation ne concerne que les crimes. Donc a priori, rien qui concerne les leaks. Donc déjà, vous trouvez un leak où vous savez, vous ne dénoncez pas, vous n'êtes pas susceptible de poursuite judiciaire sur 434.1 du Code pénal. Et en fait, la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'obligation de dénoncer au proc les crimes ou les délits ne s'applique pas aux particuliers, elle ne s'applique qu'aux autorités constituées. Voilà, je vous ai mis un extrait de l'article 40 du Code des procédures pénales. Hein. C'est très factuel. Hein. Je vous ai cité, vous voyez, vous avez les guillemets, c'est vraiment le texte des textes, le texte même des extraits du Code pénal ou du Code de procédure pénale. C'est le proc reçoit, alors vous pouvez dire au proc, voilà, je vous informe d'eux, mais si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas susceptible d'être poursuivi pour non-dénonciation de délit. Il n'y a que les crimes qui fassent l'objet d'une obligation de dénonciation. Donc en fait, vous tombez sur un leak, vous savez qu'il y a un leak, vous êtes assez tranquille. Alors, il y a un statut tout à fait particulier de dénonciation des vulnérabilités au profit de l'ANSSI, mais je ne vous en parle pas aujourd'hui. Et là maintenant, dans les 20 minutes qui restent, là je vais me régaler. On va attaquer les probabilités d'incrimination, et là elles sont toutes à 90%. Hein. Pour un juge d'instruction qui fait son boulot et qui décide de faire un exemple, 90% de risque que ça marche, et vous allez les voir, on va les traiter les uns après les autres. Les réutilisations d'un secret protégé par la loi. Il y a, voilà, là vous êtes à 90%. Alors c'est quoi un secret? C'est une alors pareil, hein, Larousse, Wikipédia, c'est une information qui ne doit pas être divulguée aux autres de manière légale ou de manière contractuelle. J'insiste pas. Il y a en France moi j'ai identifié 4 législations de protection sur les secrets. Secret des correspondances, vous allez voir, là on est en plein dedans. Secret professionnel, là vous allez y échapper, je vais vous montrer pourquoi. Les secrets de la défense nationale qui ne font rigoler personne, et les secrets d'affaires, cette directive de 2016 qui a été transposée en France en 2018, elle n'est pas sanctionnée pénalement. Donc, je ne vous en parle pas. La révélation d'un secret professionnel, pourquoi ça ne s'applique pas à la personne qui réutilise un leak? C'est que le délit pénal, donc c'est 226-13 du Code pénal, dit la révélation d'une information secrète par la personne qui en est dépositaire. Moi, médecin, je suis couvert par le secret professionnel. Si on me vole mes données de santé, la personne qui me les vole n'est pas astreinte au secret professionnel. Donc cette personne-là ne peut pas être incriminée pour révéler un secret, par exemple, médical. Donc, à mon sens, la réutilisation d'un leak dans lequel il y aurait des données médicales, bancaires, enfin des informations même issues de missions temporaires, à mon avis, si vous réutilisez des datas donc, que vous n'avez pas collectées en direct, en commettant vous-même le leak, à mon avis, vous risquez rien sur 226-13 du Code pénal. Par contre, là, l'atteinte au secret des correspondances, ça ne va pas le faire. Parce qu'il est écrit dans le Code pénal 226-15, le fait commis de mauvaise foi, c'est-à-dire de manière frauduleuse, hein, vous allez voir, c'est la même chose. Intercepter, détourner, bon, c'est pas vous, puisque vous réutilisez un leak. Enfin, quand je dis vous, celui qui, bien sûr, puisque vous ne faites pas ça, mais celui qui utilise ou qui divulgue des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, c'est 1 an et 45 000 maximum. Ok ? Donc là, vous récupérez un leak dans lequel il y a des emails, c'est une atteinte au secret des correspondances, pointe à la ligne. Pour échapper à ça, il faut juste que les correspondances vous soient décidées, que vous les ayez envoyées. Si c'est le cas, vous n'êtes pas forcément secret des correspondances. Dans tous les autres cas, vous êtes en atteinte au secret des correspondances. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et pour finir de vous faire peur là-dessus,
J'ai été chercher dans le code des postes et des communications électroniques, le secret des correspondances écrites, c'est entre guillemets, couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance. OK? Donc, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans le code des postes et des télécommunications. Vous avez un leak avec des emails, non. Voilà, vous ne gardez pas. Surtout pas. D'ailleurs, vous l'avez même pas téléchargé, vous l'avez même pas récupéré, vous savez même pas que c'est pas vous. D'accord? Et vous effacez tout. L'autre secret protégé par la loi qui craint à mort en termes de droit pénal, c'est un secret de la défense nationale. Définition des secrets de la défense nationale, pareil, c'est en source ouverte, code pénal, 413-9 du code pénal. Toute information donnée, alors c'est documents, réseaux informatiques, données informatisées, fichiers, c'est des textes qui sont assez anciens à la base, donc c'est écrit avec les pieds, mais on comprend bien ce que ça veut dire, ayant fait l'objet de mesures de classification par les militaires. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une information quelque part ait été classifiée, hein, c'est bien le terme qu'on utilise, eh bien si cette information classifiée, elle fuite, celui qui la récupère, eh bien, il obtient un secret de la défense nationale. Même s'il n'a pas fait exprès, c'est pas grave. Alors là, j'ai juste un aparté, on a le secret de la défense nationale qui a été réformé, donc c'est un décret de 2019 qui est rentré en vigueur là, le 1er juillet. On n'a plus que 2 niveaux de classification aujourd'hui, secret de défense nationale. C'est la France qui s'est enfin mis en conformité avec les normes OTAN. On a le niveau secret et très secret. Hein. Confidentiel défense, ça n'existe plus. Et tout ce qui était confidentiel défense a basculé dans le niveau secret. Bref, ce que vous risquez, vous récupérez un leak dans lequel il y a des informations qui ont été classifiées, que vous le sachiez ou pas, hein, classifiées par le secret de la défense nationale. Le fait de le reproduire ou d'en donner accès à une personne non qualifiée, on ne parle pas de vous, on parle de n'importe qui d'autre, 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Voilà, donc là, vous avez mon illustration qui est assez claire. Vous vous faites prendre à jouer à ça, vous êtes vraiment pas bien. Voilà, ça c'était pour les secrets. Maintenant, on va rebasculer sur un autre truc, les atteintes à un système de traitement automatisé de données. Je pense que l'illustration qui vient de Arctica est assez parlante. On va regarder en détail. Alors là, sur le fondement des articles 323.1 à 323.3, il y en a un qui est fait vraiment pour la réutilisation des leaks. Vous êtes à 90% de chances d'y arriver. Juste un terme qu'on se mette bien d'accord. En droit civil, on dit système d'information aujourd'hui. Hein, on a des tas de lois qui nous disent système d'information. En droit pénal, c'est resté système de traitement automatisé de données. Ne cherchez pas la petite bête. Je vais vous montrer, c'est bien la même chose. Hein. On parle de, dès qu'on va parler système d'information ou STAD, donc système de traitement automatisé de données, on est sur réseau, matériel, logiciel et ou data. Hein. Vous prenez un des 4, 2, 3 ou les 4, vous êtes en accès, en maintien, en utilisation d'un système d'information ou d'un système de traitement automatisé de données. Qu'on ne vienne pas me dire que j'invente. Je vous en ai mis juste 4 jurisprudences sur une seule slide. Je vous ai mis du 2005, du 2007, du 2016, du 2018. Hein. Voilà. Regardez, juste un. Les autres, vous pouvez les lire. Une base de données qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées, c'est un système de traitement automatisé de données. C'est en soi tout ou partie d'un système d'information. Vous récupérez un leak, vous récupérez conceptuellement, je vais vous montrer, une base de données. Donc vous êtes directement en délit pénal. Et ce délit pénal, donc si vous prenez 323.1 à 323.3, on va laisser tomber 323.1, 323.2, prenez le troisième. Voilà, je vous l'ai mis là, en gros, dans cette slide-là. Extraire, détenir, reproduire, transmettre frauduleusement des données qui viennent d'un système d'information. Okay, vous récupérez un leak, si vous m'expliquez que ce n'est pas de l'extraction, de la détention, de la reproduction et éventuellement de la transmission, ça peut être qu'un des 4, hein, sur les 4 critères. C'est frauduleux, je vais vous montrer comment. Là, vous êtes en plein délit pénal. Vous détenez, vous avez fait une extraction frauduleuse, ou une détention ou une reproduction frauduleuse de données, vous êtes en plein 323.3 du Code pénal. 5 ans, 150 000 d'amende, plus les dommages et intérêts. Frauduleusement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis pas un pénaliste de formation. À un moment, je vais chercher dans le dictionnaire, dans la loi et la jurisprudence. On va y aller
pas par pas. Une fraude dans le Larousse, un acte malhonnête en contrevenant à la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Un acte malhonnête en contrevenant à la loi. Boum, c'est une fraude. Au préjudice de quelqu'un, ça c'est Wiktionary. C'est une fraude. Ok. Donc vous voyez le concept, on comprend bien. C'est malhonnête, de mauvaise foi, en contrevenant à la loi. À un moment, les mots ont un sens. Deuxième étape de la réflexion, j'ai été chercher dans la doctrine juridique. J'ai cherché notamment sur l'escroquerie. Une escroquerie, c'est une fraude quand il y a des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire un acte positif. C'est pas je laisse faire, c'est je fais quelque chose. Pour tromper la victime, par exemple. Excusez-moi. Je fais des actes positifs. Le fait d'aller chercher des datas et de les copier, c'est un acte positif. Ne vous réfugiez pas derrière votre petit doigt. C'est une manœuvre frauduleuse. Et alors là, je remercie ma collaboratrice qui est en face de moi, qui m'a trouvé cet arrêt magnifique de la Cour de casse. C'est la définition de la fraude en droit civil, en droit commercial et en droit pénal. Magnifique. Des moyens déloyaux destinés à surprendre le consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisés avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi. C'est une manœuvre frauduleuse, c'est une fraude. C'est exactement ce qu'on est en train de traiter depuis le début de cette présentation. Donc je crois que là-dessus, je n'ai pas besoin d'insister, c'est clair. Vous allez chercher un leak dont vous savez qu'il est d'origine frauduleuse, vous commettez à votre tour une fraude au sens de la loi et de la jurisprudence, notamment 323.3 du Code pénal. J'en ai encore 2 ou 3 sympas à vous montrer, dont probablement celle que vous ignorez le plus, qui est celle, moi, dont je me servirai le plus. C'est l'atteinte aux droits du producteur du contenu d'une base de données. Alors ça, c'est assez étonnant. C'est une loi qui est d'origine communautaire. Ça vient de l'Union européenne. C'est un truc qui n'est pas très connu. Moi, dont je me sers beaucoup dans mes contrats. C'est sanctionné pénalement. Je vous explique. Là, le risque, il est à 90%. Je viens de relire ce matin un magnifique contrat de service pour une très grande entreprise dans le secteur de l'énergie dont le siège social n'est pas du tout situé à La Défense. Donc je tais le nom de mon adversaire. Hein. Et ça commence comme ça à un moment. Je suis propriétaire des données numériques dans mon système d'information. Eh bien non, ça n'existe pas le droit de propriété sur des datas numériques. Ça n'existe pas. Voilà. Par contre, on a un droit sur le contenu des bases de données. C'est une législation UE qui est unique au monde. Hein. Les Américains l'ont pas, les Japonais l'ont pas, les Chinois, je m'en suis pas soucié, je travaille pas beaucoup avec la Chine, mais globalement, la seule secteur géographique mondial où on protège le contenu des bases de données, c'est l'Union européenne, c'est une directive de 96 qui est tout à fait applicable pour des tas de trucs aujourd'hui et qui vous permet d'autoriser ou pas l'extraction et la réutilisation du contenu d'une base de données. Alors je pense que s'il y a des juristes à qui ça fait dresser les cheveux sur la tête, ça vous parle cette notion d'extraction et de réutilisation du contenu d'une base de données. Et pour vous faire un aperçu vraiment rapide sur comment ça marche, cette législation, qui est sanctionnée pénalement, hein, c'est pour ça que je vous en parle là, pour les juristes, une base de données, c'est deux choses. C'est soit le sac dans lequel on va mettre des datas. Donc le sac, c'est le contenant. Ça, c'est du droit d'auteur, on s'en fout, c'est comme du logiciel, ça marche de la même manière. Mais par contre, le contenu de la base de données, le contenu de vos tableaux Excel, vos bases de données SQL, ce que vous voulez, ça, c'est un droit spécial, qui est une sorte de droit d'auteur, mais qu'on appelle, nous, les juristes, le droit sui generis. Alors ça fait chic, hein, ça, dans un dîner, si vous arrivez à placer ça, là, vous avez marqué des points, et au Scrabble, c'est pas mal aussi. Et la manière dont ça marche, pour vous le faire en grande masse, moi qui suis le producteur du contenu d'une base de données, eh bien j'ai le droit d'interdire qu'on vienne piocher dans ma base de données. Voilà. C'est un système de monopole d'exploitation sur le contenu d'une base de données, quel que soit ce contenu. C'est une base de données, un carnet d'adresses, c'est une base de données. De la carto numérique de je sais pas quoi de météo, c'est une base de données. Okay, donc c'est indépendant de la nature des datas qui sont dans la base de données. C'est ça qui est compliqué. Ça peut être une base de données de morceaux de musique. Voilà, vous avez une base de données, vous êtes éditeur de musique, vous avez des morceaux en MP3, vous avez une base de données. Donc vous aurez une protection sur le contenu de la base de données qui n'empêche pas la protection de ces contenus en fonction de leur nature. Donc si c'est une base de données de MP3 ou je sais pas moi, ou de bande dessinée,
des fois que certains téléchargent de la bande dessinée et une base de données de bande dessinée sur un disque dur qui n'est bien sûr pas connecté, eh bien, moi, j'ai un droit sur la base de données et il y a des droits qui s'appliquent sur la nature de ces datas, des données personnelles, des secrets, du droit d'auteur, du n'importe quoi. Okay, et une fois qu'on est producteur du contenu de cette base de données, eh bien, on a le droit d'autoriser ou d'interdire forcément l'extraction sur tout ou partie du contenu de cette base de données. Et pour le faire en clair, moi j'ai un prestataire qui me permet de faire des mailings d'abonnement, newsletter, machin. Je lui dis, bah, toi prestataire, je vais t'autoriser à extraire la base de données de mes contacts pour que tu t'en resserves à mon profit, mais tu pourras faire cette extraction que parce que je te fais un contrat, je t'y autorise de manière temporaire, ça ne t'autorise pas à récupérer ces datas pour toi et à les réutiliser pour ton compte. Voilà, c'est tout à fait, notamment les traitements de données à caractère personnel par les prestataires sous-traitants. C'est moi, j'ai une base de données à caractère personnel, je te donne le droit, toi, de t'en servir, tu moulines les datas, mais c'est à mon profit, donc je t'autorise l'extraction sur le contenu de ma base de données. Alors, si vous voulez creuser ce droit qui n'est pas très connu, mais qui est super puissant, super utile, j'ai toute une série de prêts en ligne, hein, pareil, libre d'accès sur mon site web Technique et droit du numérique. J'insiste pas. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est que l'extraction non autorisée ou la réutilisation non autorisée du contenu d'une base de données, ça s'appelle une atteinte au producteur du contenu d'une base de données. Alors, je sais que la phrase est un peu longue, mais la réalité, elle est là. Et, eh ben, article 343.4 du Code de la propriété intellectuelle, dans lequel on trouve également des sanctions pénales, 3 ans de prison, 300 000 € d'amende. Quelle que soit la nature des datas contenues dans la base de données que vous récupérez. Pour le synthétiser à l'extrême, je récupère un fichier avec des datas dedans. Ce fichier est une base de données. Okay, si quelqu'un décide de vous accrocher au mur au pénal, eh bien, les sanctions pénales sont possibles. Et là, c'est le premier étage de la fusée. Je vous fais le deuxième étage avec un demi-sens de l'humour. Si le délit pénal est commis en bande organisée, c'est 7 ans et 750 000 d'amende. Et si vous me posez la question, c'est quoi une bande organisée? Si vous faites ça à plusieurs dans le cadre de votre contrat de travail en entreprise, eh bien ça s'appelle une bande organisée. D'accord? Parce que si travailler en équipe, en entreprise, c'est pas être organisé, faudra qu'on m'explique. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les circonstances aggravantes, mais voilà, vaut mieux le savoir. J'ai encore 2 délits à vous montrer, ça va être rapide. Hein. La contrefaçon de logiciel. Vous récupérez un leak dans lequel il y a du code propriétaire, voilà, c'est de la contrefaçon de logiciel. La contrefaçon de logiciel, c'est pareil, hein, c'est des textes d'origine UE, Union européenne. Traduit en droit français, ça vous dit que toute contrefaçon est un délit. Écrit, musique, dessin, peinture, machin. Ok. Le tarif, c'est 3 ans et 300 000. Ça vaut pour le téléchargement pirate. Hein. C'est exactement le même fondement légal. Et voilà, je vous ai mis le détail du Code de la propriété intellectuelle, l'article L 122-6 CPI, je passe. Et là, je bascule sur 335, je lis, hein, je vous rassure, -3 alinéa 2, est également un délit pénal de contrefaçon, la violation des droits de l'auteur d'un logiciel. Vous récupérez du code propriétaire, vous êtes susceptible de faire l'objet de poursuites pénales. C'est rare, moi j'en ai vu 2 fois en 25 ans de barreau. C'était pour des contrefaçons serviles. C'est la police qui a débarqué et compagnie, et ça a fini effectivement au pénal. 3 ans, 300 000. Je vous laisse apprécier. Vous voyez la petite dame là, qui peut expliquer que c'était pas de sa faute. Elle le sent pas bien. Dernier délit, je suis presque dans les délais. Ça aurait été dommage de ne pas clôturer cette magnifique revue des sanctions pénales potentielles par le RGPD, bien sûr. Alors, ça va être clair. Hein. Vous récupérez un leak dans lequel il y a des données à caractère personnel. Sanction pénale, 90% de certitude, vous tombez. Pour toutes les raisons qui sont bonnes. Je vais vous en faire qu'une. Hein. Il y a 6 principes pour traiter de manière valable des données à caractère personnel. C'est l'article 5 du RGPD. Okay, eh ben, il n'y a aucun de ces principes qui est respecté si vous récupérez un leak d'origine, on va dire, douteuse. Le traitement, il est pas licite, pas loyal, pas transparent. La personne qui s'est fait voler ses données
que vous traitez vous, à votre tour, en recopiant le leak, elle ne le sait pas. Premier principe pas respecté. Est-ce que les données sont exactes et à jour? Vous n'en savez rien, le principe n'est pas respecté. La finalité de votre traitement, une fois que vous avez les leaks, c'est peut-être pour faire de la sécurité des systèmes d'information, mais les personnes concernées dont les datas sont dans le leak, elles ne le savent pas. Ça saute. La minimisation des données, je collecte que les données dont j'ai besoin. Vous récupérez un leak, vous récupérez la totale. Hein. Donc la minimisation, c'est 0. La conservation pour d'une durée limitée, quand vous avez des leaks, puisqu'elles sont d'origine, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi les garder 3 mois ou 6 mois, donc vous les stockez allègrement, vous êtes en contravention totale avec le principe de conservation à durée limitée. Et puis comme vous êtes allé, enfin quand je dis vous, c'est votre voisin, bien sûr, c'est jamais vous, comme bien sûr c'est de la data récupérée techniquement de manière facile, plus ou moins facile, mais en tout cas c'est du public ou du facile d'accès, vous mettez aucune mesure de sécurité puisque de toute façon c'est pas vous qui les avez récupérés au départ. Donc le principe de sécurité de l'article 32, on s'assied dessus généreusement. Donc pour l'ensemble de ces solutions, enfin de ces raisons, outre les sanctions RGPD, là je vous parle bien d'un délit pénal, 226-18 du code pénal, ça n'a jamais été mis en œuvre à ma connaissance depuis les RGPD. Collecter des données personnelles par un moyen frauduleux, tiens c'est marrant, le mot revient, déloyal ou illicite, c'est 5 ans et 300 000. Ok. Donc là, ça rigole plus. Et c'est un hasard du calendrier. Ce matin, sur le site de la CNIL, j'ai juste eu le temps de vous faire 2 slides. Il y a une analyse de la CNIL sur le RIFI qui vient d'être publié. Recherche sur Internet de fuite d'informations, le RIFI. Qu'est-ce que vous dit la CNIL sur la page web de son site en introduction? La recherche sur Internet de fuite d'informations, blablabla, les recherches doivent respecter certaines règles, sans blague, notamment le RGPD et le code pénal. Donc, ne venez pas me dire que je vous agite des chiffons rouges en vous faisant peur pour rien. Il n'y a pas que moi qui vous le dis, c'est un hasard du calendrier. C'est la CNIL, ok? Et quand la CNIL vous dit le RGPD, ils savent quand même à peu près de quoi ils parlent, la CNIL, hein, je vous le confirme, je fais un peu de contentieux CNIL. Ils connaissent bien le RGPD. Et quand ils vous disent code pénal, on vient d'en avoir un aperçu. Le dernier truc que je vous cite avant une petite conclusion rapide, la CNIL, bon, c'est le côté curieux de la CNIL, ils pensent que tout le monde traite que des données à caractère personnel et va faire des contrats tout le temps, mais ils vous disent que globalement, si vous, prestataire, qui faites de la recherche et de l'analyse de data, vous êtes mandaté par un client, faites bien un contrat écrit, okay, dans lequel il y a votre client qui va être le responsable du traitement et dans lequel vous serez que le sous-traitant. Et je peux vous dire que la CNIL, et je vous parle d'expérience sans donner de nom de personne, aujourd'hui la CNIL, si vous ne respectez pas strictement les mentions de l'article 28, c'est-à-dire les mentions du contrat de sous-traitance, je peux vous dire qu'ils vous font refaire le contrat 5 fois. Et à chaque fois, vous le refaites et vous dites rien et vous êtes content de ne pas vous faire condamner derrière. Là, j'ai ma collaboratrice qui est devant moi qui est en train d'opiner du chef parce qu'elle voit très bien de quoi je parle. Faut plus rigoler avec ça. Une conclusion. Je pense que le dessin est assez parlant en lui-même. C'est une BD extraordinaire. Il y en a 6 tomes qui sont sortis. Ça s'appelle Les 5 Terres. C'est des intrigues un peu moyenâgeuses avec des animaux très très bien dessinés. Vous voyez là, il y a du sang partout. Ok. Et vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de condamnation pénale. Oui, c'est vrai. La jurisprudence fait qu'à part l'affaire Bluetooth, en 2014, il y a très peu de sanctions pénales. Très peu. Mais ma réponse, elle est là. Moi, mon rôle d'avocat, RSSI documentaire, quand je veux me la péter un peu, c'est de vous dire, voilà, il y a un risque majeur. Si vous vous faites toper, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. L'ignorance n'est pas une cause de justification au sens pénal du terme. Hein, c'est un arrêt de la cour de casse, chambre criminelle. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Et je suis même très embêté pour vous parce que maintenant que vous avez suivi cette conférence, eh bien maintenant, vous savez. Donc, allez plaider la bonne foi derrière. D'abord, ça ne sert à rien, mais en plus, ça ne va pas être facile. Pour une vraie conclusion, là, je vais faire une citation de Goupil, qui intervient souvent dans les podcasts de Limite Sécu, qui a eu cette phrase tout à fait exacte. Le fait de donner son nom, le nom de son entreprise, à la première jurisprudence est rarement vécu comme une situation agréable. Voilà, quand vous êtes la jurisprudence machin et que c'est le nom de votre entreprise,
Je vous laisse imaginer les répercussions. Vous commencez par changer le nom de votre entreprise. Vous faites comme Facebook, hein, qui est devenu Meta. On appelle ça noyer le poisson. Mais enfin bon, c'est pas terrible quand même. Et puis le problème aujourd'hui des sanctions pénales, c'est que le parquet, les juges d'instruction, il y a des affaires de partout, vous le savez très bien. Moi, je suis d'actualité des ligues, je viens assez régulièrement aux réunions de l'OSIR, il y en a plein des affaires. C'est celui qui va se faire toper, qui va servir d'exemple pour les autres. Donc, soit vous jouez à la roulette russe, hein, c'est un choix, soit à un moment, vous décidez d'adapter un peu vos méthodes, vos process et ce que vous faites, et vous faites un peu attention. Puisque je vous remonte cette slide, vous avez, et là je ne plaisante pas du tout, hein, moi mon métier c'est d'écrire des contrats, notamment dans ce domaine-là, vous avez un risque majeur de causer un dommage chez un de vos clients, et votre client va se retourner vers vous, et là vous n'êtes plus protégé par votre clause de responsabilité, et même pour aller plus loin, si ça vient d'une faute pénale, éventuellement, l'assurance ne vous couvre plus du tout. Okay, donc c'est l'entreprise qui est mise en péril parce qu'un salarié aurait été commettre un délit pénal qui aurait causé un dommage direct ou indirect au profit de vos clients, si vous êtes le prestataire. Donc à un moment, soit vous ne savez pas, vous pouvez continuer à le faire, soit vous le savez, et c'est pas terrible. Et pour conclure, parce que moi je fais partie de ces gens qui n'hésitent pas à partager un peu de savoir, je vous ai mis l'exemple de ma clause aujourd'hui de limitation de responsabilité et son exception. Okay, aujourd'hui, l'état de l'art juridique dans les contrats B2B, c'est de dire chacune des parties est responsable des dommages directs, blablabla, on limite la responsabilité à hauteur de 12 mois de redevance, 3 ans de chiffre d'affaires, ce que vous voulez. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Le montant de la responsabilité pécuniaire de chaque partie à l'égard de l'autre est illimité en cas de blablabla, blablabla, de manière générale, de condamnation d'une partie par une autorité de contrôle ou un service de l'État, parce que l'ANSSI n'est pas une autorité de contrôle, pour négligence. Négligence, c'est le non-respect de l'état de l'art, hein, qu'on a défini conformément à côté de ça, d'après les définitions de l'ANSSI. Il y en a une ou deux qui sont très très bien. Moi, je les mets dans mes contrats, état de l'art, gna gna gna, au sens de l'ANSSI, voilà, machin. Ou pour toute autre faute délictuelle susceptible de faire l'objet de poursuites pénales, mais si ça fait des poursuites civiles, ça marche, et commise par un ou une des salariés de l'entreprise. Ça, vous pouvez ne pas l'écrire, hein, mais simplement, c'est l'état de l'art aujourd'hui, que vous l'écriviez ou que vous ne l'écriviez pas. Moi, je suis assez partisan d'écrire les choses un peu clairement à un moment pour qu'on arrête de faire des clauses qui sont complètement déséquilibrées, trop protectrices pour le client, là, comme cette entreprise dans l'énergie que j'ai lu ce matin, où le contrat il est tellement unilatéral qu'il n'est pas si diable. Mais quand on est prestataire, vous ne voilez pas la face, à un moment, il faut être capable d'assumer ses erreurs, notamment celles faites par un de ses salariés qui aurait, entre guillemets, déconné, même si on est à un stade pénal, ça ne fait pas rire. Voilà, il faut savoir ce qu'on risque. Vous avez vu, j'ai presque respecté mon timing. Je vous remercie de votre attention. Donc, ça, c'est pour Jean-Philippe Gaulier. Oui, je me répète, Jean-Philippe. Donc, vous avez ces slides en version un peu plus longue qui sont déjà en ligne sur ce site. Et là, c'est juste mon clin d'œil d'amateur de BD. Voilà, j'ai redécoupé une BD ce week-end et j'ai trouvé cette case avec la case en rouge où j'ai pas modifié le texte avec gros mensonge. Oui, c'était vraiment très intéressant cette présentation. J'ai appris des choses aujourd'hui. Voilà, je m'arrête. Et contrairement à ce que vous direz, le petit personnage de la Nouvelle des Fous, bien sûr, je réponds à vos questions soit maintenant, sinon vous me passez un petit mail. Il m'arrive de répondre à des questions. Si vous me demandez 10 heures de travail, je vous ferai signer une lettre de mission avant. Si vous avez une petite question, plutôt que de faire une connerie, vous me contactez, vous demandez à Vlad, à Jean-Philippe, vous me trouvez par mon site web. Je réponds à des questions sans toujours facturer. Je ne suis pas un gros cabinet d'avocats américain ou français. Je réponds à des questions de manière bénévole. Voilà, je m'arrête.